Vite, vite, oh, vite, 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 vite. Vous écoutez Éducation sur Ado FM. L'entretien dans un instant avec Jacques Sonou. Vous écoutez Éduc-Action, la seule et première émission de son genre au Bénin. Rappelons qu'aujourd'hui, nous parlons dans cette émission des examens de fin d'année et nous abordons les conseils pratiques spécifiques à chaque niveau. Notre invité, M. Fumilayo Mohamed Dorego, est déjà en studio. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Jacques Sonon, je vais très bien chez vous. C'est un plaisir de vous revoir. Le plaisir est tout partagé. Et là, vous êtes coach formateur certifié spécialisé dans les questions liées à la jeunesse, à l'éducation et au développement. C'est bien ça? Très bien, c'est bien ça. Justement, avec vous, nous parlons dans cette émission des examens de fin d'année. Votre appréciation déjà de l'année qui s'achève? Je dirais que c'est une très bonne année. Il faut féliciter les acteurs de l'éducation, que ce soit l'État, que ce soit les professeurs. Je dirais, ça fait très longtemps, ou je dirais même pour moi, depuis que j'ai fréquenté jusque-là, c'est la première fois où nous avons eu une année scolaire sans problème, apaisée, sans grève. Et nous voyons que aujourd'hui, l'école est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Nous sommes d'aventure ou davantage fiers de ce qui se fait. Donc je dis bravo aux acteurs de l'éducation et à nos apprenants, je pense qu'ils n'ont plus en temps normal d'excuses pour ne pas décrocher leur parchemin. Et donc s'il y a longtemps on a assisté à une année aussi paisible, on doit s'attendre donc à mieux que les résultats de l'année passée selon vous? Oui, on peut. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une probabilité, comme moi je l'enseigne en tant que coach, je dis une chose, la réussite à l'examen n'est pas forcément l'apanage des connaissances et accumulées. Il y a aussi beaucoup le côté émotif qui joue. Comment expliquer que des personnes qui sont premières en classe échouent finalement à l'examen? Donc il y a ce facteur-là. Il y a le fait que nous attendons beaucoup de ces enfants, le simple fait même qu'on puisse dire ils n'ont pas d'excuses, cela peut également créer une forme de psychose, de peur, de stress qui va faire que ils ne vont pas se rendre comme cela se doit, vous voyez. Donc je pense que c'est possible, on s'y attend, mais il faut toujours l'accompagnement qu'il faut pour que les choses soient bien faites. Alors, je rappelle que les grèves de l'année passée ont vraiment touché les résultats de fin d'année. Au BEPC, on a eu 28,63%, au CEP 33,43%, au BAC, c'est bien sûr, et au CEP 64,44%. On espère vivement que cette année nous donne plus de pourcentage. Naturellement, ça va donner plus de pourcentage. Alors, les auditeurs peuvent déjà laisser leurs différents messages sur le 66 05 42 20 ou le 67 76 70 90. Je précise, il n'y aura pas d'appel, juste les messages. Coach Dorego, le BPC a démarré aujourd'hui. À l'heure où nous parlons, certains auraient déjà fini les épreuves de la matinée. C'est quoi la conduite idéale pour affronter avec force l'épreuve du soir? La conduite idéale, déjà, c'est on a fini l'épreuve du matin et on oublie. On ne revient pas sur ça, on n'en parle pas, on n'en discute pas, ni avec ses amis, ni avec les parents. Ah oui. Oui, c'est pas du tout important, c'est passé. Mais le parent peut demander comment ça s'est passé, tu t'es en sorti S'il y a des parents qui m'écoutent, je leur déconseille vivement de poser cette question-là. Ah oui. Vous comprenez, quand son enfant finit la composition, champion, bravo, félicitations, tu as bien commencé, la première épreuve est passée, il reste encore d'autres épreuves, allez, mange, reprends des forces et puis ça va aller quoi, vous comprenez? Ne demandez pas à l'enfant comment ça a été. Parce que si cet enfant n'a pas le tact de répondre mais ne répond pas correctement, le parent peut comprendre directement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Okay. Et si ce dernier aussi n'a pas le tact pour répondre comme cela se doit, cela peut déstabiliser l'enfant. Donc l'idéal, c'est de tout faire pour garder le moral de ces enfants actuellement au top pour aller jusqu'au bout de l'épreuve. Voilà. Donc pas de discussion entre amis après la composition? Non, du tout pas. On a fini une épreuve, on la dépose. On la range au placard. Voilà. Calme, discrétion, sans discussion après les compositions. Ils doivent garder ça ancré en eux. Ok. Alors, après ce jour, il en reste encore 2 autres à égrener. Je ne suis pas travailleur en classe et là, j'ai envie de réussir à tout prix. Le soir, je veille pour apprendre tous les cours auxquels j'aurai à faire le lendemain, c'est ça? Non. Pourquoi? Parce que là, nous sommes déjà en examen, nous sommes en cas de composition. Ce que vous n'avez pas appris en 9 mois, ce n'est pas en une nuit que vous allez l'apprendre. Vous risquez de surménager votre texte. Donc, ce que vous avez à faire plutôt, moi, je pense que il faut se relaxer. Ce qu'ils doivent faire, c'est normalement relire les cours posément. Essayer de comprendre le cours dans leur propre jargon et faire le minimum qu'il faut.
parce qu'il faut forcément respecter le temps de sommeil qu'il faut pour permettre au corps de répondre comme cela se doit, de permettre à la mémoire de restituer les informations accumulées. Donc, ils vont apprendre, mais il ne s'agit pas de veiller, puis d'emmagasiner, de tout mettre, d'essayer de bûcher. Non. Je dis toujours une chose, bûcher n'est pas la solution. Parce que lorsque vous oubliez une seule lettre, un seul mot plus tard, vous pouvez alors tout foutre en l'air. Donc, juste l'essentiel, ce qu'ils ont déjà fait jusque-là, ce qu'ils ont maîtrisé, ils n'ont qu'à écouter le cœur. Qu'est-ce que le cœur demande d'apprendre? Ce n'est pas une question de peur, de stress. Restez calme. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit d'apprendre? Apprenez ça. Relisez posément, révisez. Faites à la limite un résumé de ce que vous devez savoir. Vous comprenez? Et puis le lendemain matin, ils se lèvent et puis ils vont tranquillement aller composer. Bien sûr, comme conseil, en prenant toujours le soin la veille d'arranger déjà ses affaires, de tout préparer, parce qu'il ne faudrait pas démarrer la journée avec précipitation. Il ne faudrait pas que le sang monte. Il faut être calme, rassuré, confiant, posé. Bon, l'examen, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est comme les interrogations, c'est comme les compositions, les devoirs surveillés. La seule différence, c'est qu'on ne se retrouve plus dans son cadre habituel. On n'est plus avec ses amis habituels. On n'est plus avec le professeur habituel. Donc, c'est juste des changements. Il faut être détendu, posé. Ça va aller. Et avoir la conviction, la certitude d'une chose, on ne leur demandera jamais ce qu'on ne leur a pas enseigné. Alors, l'autre côté, je suis travailleur, je rentre le soir, j'oublie tous mes effets et je me mets à l'aise devant ma télévision ou jeu. Non plus, ce n'est pas non plus conseillé parce que nous savons que ce sur quoi l'esprit est focalisé a tendance à nous être profitable, bénéfique et à réussir. Un apprenant, même s'il est confiant, même s'il est débordé d'assurance, doit pouvoir savoir que ces 3 jours sont des jours sacrés. On dit 3 jours pendant lesquels on décide si les 9 mois de sacrifice en valent la peine ou pas. Donc l'idéal, c'est de rester concentré, focalisé. Même si je maîtrise, je prends mon cahier, je relis. Pas de bûcher, je relis simplement. Je relis et après je me pose. Le fait d'arrêter, même si on ne regarde pas la télé pendant 2 ou 3 jours, on ne va pas mourir, on ne va pas en souffrir. Donc l'idéal, c'est de dire non, je laisse la télé, je reste concentré, je reste dans l'esprit de la composition. C'est vraiment important. Voilà. Et, un message spécifique aux candidats qui sont actuellement examinés, donc le BEPC. Ce que j'ai à leur dire, je pense que je vais peut-être résumer tout ce que j'ai dit parce que je l'ai déjà abordé. Ils sont simplement en situation de composition. C'est-à-dire, on vous envoie quelque part, on vous met dans des circonstances déterminées, on vous a enseigné des choses et nous allons évaluer pour voir si vous avez maîtrisé. Donc, ils doivent être simplement calmes, posés, pondérés et faire ce qu'ils ont à faire comme cela se doit. Moi, je pense que tout va bien se passer. Je leur donne comme conseil, dormez suffisamment, buvez beaucoup d'eau, ne cherchez pas à manger trop du n'importe quoi. Même ce que les parents doivent faire, c'est déjà qu'ils n'ont qu'à préparer des repas pour les enfants depuis la maison. Il ne faut pas manger du n'importe quoi pour commencer par avoir les maux de ventre, les difficultés comme ça, non. Voilà, il faut sortir de la maison un peu tôt, d'accord, pour ne pas être pris dans les embouteillages ou après des problèmes de j'ai oublié ça, la carte d'identité, tout. Il faut que tout soit bien préparé. Et ils se lèvent, ils s'en vont, ils composent. Quand ils finissent, ils déposent l'épreuve, ils n'en reparlent pas. Même après le dernier jour, après la composition, qu'ils n'en parlent pas. Les retrouvailles, qu'on oublie ça. Après les résultats, on va se voir. Donc, chacun finit, il rentre chez lui, tout en gardant une chose dans la tête. On ne va pas à un combat avec l'esprit d'un perdant ou bien de quelqu'un qui va mourir. Il faut toujours se dire, je serai vainqueur et avoir la bonne attitude, la bonne posture qu'il faut pour avancer. Il faut donc être optimiste, c'est donc le mot. Tout à fait. L'autre sujet à aborder, c'est bien sûr le CEP qui est reporté au 11 avril. Qu'est-ce que cela vous inspire? Le BPC qui a été rejeté au 11. Le CEP. Le CEP, pardon. Je pense que cela est justifié à cause de la fête des musulmans et puis nous devons respecter également, nous sommes ensemble. Donc, dans un pays laïque. Dans un pays laïque. Et je pense que c'est une bonne chose, ça. C'est une semaine de plus pour ces enfants de se préparer. C'est une semaine de plus pour s'apprêter, c'est une semaine de plus pour être aéré, pour faire baisser un peu le stress. Parce que beaucoup seront stressés, les parents seront stressés, les professeurs, les maîtres seront stressés. Donc, avec une semaine, je pense que oui, on peut détendre un peu, s'aérer, sortir, marcher, se détendre, savoir combiner divertissement et aussi un peu cet esprit de concentration-là. Donc, c'est tout à fait bénéfique
pour ceux qui peuvent en faire usage comme cela se doit. Mais quand on parle du 11 juin, on se dit c'est encore loin. Donc le candidat à l'écoute de cette émission se dit c'est peut-être le temps pour moi de profiter de la semaine de l'examen du BEPC et de la semaine qui vient servir d'intermédiaire ou d'entre les deux examens pour m'amuser, prendre mon temps, passer de bons moments avant d'aller me confronter à ces épreuves qui vont me stresser gravement. C'est pas si loin que ça, parce qu'il faut comprendre. Déjà, ces enfants qui nous suivent, le CEP, la plupart d'eux sont encore des enfants, ils comprennent pas grand-chose. Donc, voilà. Moi, je pourrais m'adresser directement à leurs parents. Ce n'est pas une question de se dire, OK, nous avons une semaine, on peut souffler. Non, c'est une semaine de plus qui leur a été donnée pour mieux coacher, encadrer les enfants. Il s'agit maintenant, en cette période-là, d'identifier rapidement quels sont encore les points faibles, les lacunes de leurs enfants et d'essayer de les combler avec amour. Je dis une chose, même si les parents n'ont pas le temps pour les enfants, à l'approche des examens, ils doivent tout faire pour avoir le temps pour eux. Parce que tout enseignement qui est donné avec amour passe plus vite qu'un enseignement qui est donné avec l'autorité. D'accord? La plupart des maîtres enseignent avec autorité. Non, c'est comme ça. Voilà, si tu ne le fais pas, je te tape. Je te fais ci, je te fais ça. Mais lorsque le parent s'implique avec son enfant, veut voir comment il avance, quelles sont ses difficultés, lorsque le parent essaie d'expliquer à son enfant, là, on va comprendre. Donc, je pense plutôt que l'appel est à lancer aux parents, afin qu'ils comprennent que c'est une semaine de chance, une semaine d'opportunité pour passer plus de temps avec leurs enfants, l'amener à apprendre, à étudier, le bercer, le câliner, l'entourer d'amour, d'affection, pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Chaque enfant héberge en lui un génie. Chaque enfant a en lui de la compétence et de l'intelligence. Voilà. Alors, j'ai bien envie j'aime tellement poser cette question, c'est-à-dire, pendant les temps d'examen, il y a une petite crise qui se forme à la maison entre les frères. Celui qui va à l'examen, celui qui ne va pas à l'examen, il y a une crise entre la répartition des travaux domestiques. Celui qui a l'examen, il est plus privilégié, il touche plus à rien, il dort, il se réveille, il mange. Est-ce que ça doit être normalement ça? Est-ce qu'il doit être exonéré de tous les travaux domestiques, dormir, manger, prendre son cahier, et puis c'est comme ça? Bon, je pense qu'à l'approche des examens, on peut bel et bien leur concéder ça. Voilà, ce privilège. Ça, oui, ce privilège-là. Écoutez, parfois même, j'enseigne à mes élèves, allez voir vos parents, dites-leur, écoute, je sais que tu as investi énormément. S'occuper d'un enfant, c'est pratiquement des millions l'an. Donc, tu investis près d'1,5 million, 2 millions sur moi et que j'échoue, ça ne t'honore pas. D'accord. Donne-moi 1 mois pour que je puisse me concentrer par rapport à mes activités. Bien sûr, si on a la possibilité, si on a des domestiques, si on a d'autres frères et sœurs, pourquoi pas? De toutes les façons, l'année prochaine, ça peut être le tout. Eux-mêmes, ils vont bénéficier de la même chose. Donc, oui, je pense qu'il faut décharger l'enfant pour que l'enfant soit très à l'aise. Mais cela ne veut pas dire que l'enfant ne doit rien faire et être concentré sur le cahier. Non. Il faut des activités. Par exemple, son sport, par exemple, se détendre et tout. Et on peut balayer, par exemple, en faisant de la détente. En fait, on peut être en mode détente en balayant, par exemple. En préparant, ça dépend de la passion de chaque enfant. Voilà. D'accord? Donc, je pense que oui, on peut le leur accorder, mais on ne leur accorde pas ça pour dire non, hein, si je t'ai épargné de la corvée, des corvées domestiques, c'est pas que tu dois être devant ton cahier. Si on en fait une imposition, l'enfant fera de l'à peu près, du semblant, où l'enfant risque d'être tellement sérieux qu'il va faire un surménage. Et là, dans ces conditions, il y a déjà la peur qui vient. Si je ne réussis pas, on dira, voilà, tu as crié ici, on t'a laissé, tu as échoué, les frères vont se moquer de moi et tout. Ce n'est pas ça. C'est là dit, il faut le faire dans l'amour. Il faut le faire avec la volonté d'accompagner véritablement cet enfant qui veut aller à l'examen. C'est ça qui va lui permettre de dire, ok, je suis en confiance, je sais que ça va aller parce que toute ma famille m'aide, tout le monde compte sur moi. Et cet enfant a naturellement l'envie de se démultiplier pour apporter le bon résultat. Alors, j'espère donc vivement que les frères en crise sont donc à l'écoute de cette émission. Un message donc taillé sur mesure pour ces candidats au CEP à l'écoute de cette émission. Je voudrais simplement leur dire que c'est le premier examen. Et naturellement, tout ce qui est premier, ça fait un peu peur. Mais je leur dis de voir autrement les choses. Ils sont en train de devenir grands. C'est une opportunité pour eux d'entrer au collège, devenir de futurs collégiens, d'apprendre autre chose, de gagner en expérience. Et comme je l'ai dit pour les années du BPC, c'est juste une évaluation. À la limite, c'est le cadre qui change et les personnes avec qui on est qui changent. Donc je leur demande d'être docile, d'être calme, d'être rassurant et
comme je le dis, une petite prière au début de toute épreuve permet de calmer le stress et, comment vais-je dire, la peur. Simplement dit non, je suis créé, je suis né d'un Dieu qui est fort, qui est grand, c'est mon Père, il me donne la force, il me donne le courage, je peux y arriver, je suis un champion, je vais réussir, voilà, un truc comme ça, et ça passe doucement. Alors, le bac, par contre, est pour le mercredi 19 juin, donc dans moins d'un mois. Coach, est-ce que on sait que c'est l'examen qui donne accès à l'université et le stress est très prégnant à ce niveau. Comment le candidat doit-il gérer ces temps d'avant-examen? Je pense que ce que le candidat doit faire là, tout de suite, c'est prévoir un plan de révision, un plan de travail. Pour prévoir ce plan de révision, normalement, tout bon candidat doit commencer par avoir ses cours sur la forme de résumé. Quand on va à l'examen, il ne s'agit pas de bûcher 9 mois de cours. Il ne s'agit pas d'emmagasiner 300 pages de cours. Il s'agit plutôt de garder l'essentiel pour aller restituer. Donc, il faut commencer déjà par avoir fait un résumé des cours, surtout des cours, comment vais-je dire, tous les cours qui sont dans l'ordre de, disons, des leçons à assimiler. Deuxième chose, maintenant, il faut de l'exercice. Lorsqu'on vous enseigne quelque chose, lorsque vous voyez quelque chose, avec le temps, vous les oubliez. Mais lorsque vous-même, vous vous mettez à la pratique, vous les gardez. Je conseille toujours aux enfants, dans mon livre, les 10 commandements pour réussir facilement à son examen, l'un des plus grands commandements, je crois le 9e, c'est traiter un exercice obligatoirement par jour. Vous savez, il n'y a que les mêmes choses qui reviennent à l'examen, d'une façon ou d'une autre. On change parfois les données, on change les tournures, etc. Toute personne qui pourra traiter, par exemple, les 10 derniers bacs, les 10 derniers BPC ou les 10 derniers CEP, se verrait forcément en face d'épreuves du même genre, similaires. On changera à peine les choses. Donc, il va très rapidement gagner en expérience, en rapidité et en connaissance également. Donc, c'est ce que je leur demande de faire. Pour ceux qui ne vont plus à l'école ou bien qui ont encore plus de temps, ils peuvent traiter au moins 2 épreuves par jour. Une épreuve le matin, une épreuve le soir, et après, posément, ils vont essayer de s'aérer un peu la tête. Dans différentes matières. Différentes matières. Je propose souvent d'alterner les matières scientifiques et les matières littéraires. Une matière scientifique, une matière littéraire, etc. Et après, on s'amuse, on distrait un peu, on prend les résumés, on lit. Il ne s'agit pas de les bûcher, on lit et on essaie de comprendre. Quand on ne comprend pas, c'est aussi le moment de poser des questions à ceux qui ont mieux compris, aux professeurs, pour pouvoir avoir davantage de la matière. Il faut également prendre le temps de se reposer, de donner du repos à son corps. C'est vrai que les scientifiques, aujourd'hui, nous demandent 8 heures de sommeil. Donc, ils doivent se trouver dans cette fourchette-là. 7 heures de sommeil minimum, 8 heures de sommeil de nuit. Ils n'ont qu'à tout faire pour récupérer, pour permettre à leur corps d'être apte à rendre. Plus on dort, plus le corps répond facilement, plus nous emmagasinons nos cours. C'est celui qui est surchargé, etc. Je leur propose également, pour ceux qui ont encore leur Android, désinstaller tout ce qui est WhatsApp et autres pour le moment. D'accord. Mettez ça de côté et ne vous surchargez pas. J'aime dire une chose, quand je demande aux gens de préparer, de traiter les épreuves par jour, il s'agit en fait de les traiter dans les mêmes conditions qu'on le ferait à l'examen. C'est-à-dire, je suppose qu'il y a un examinateur qui est là, je commence mon épreuve à 8 heures, si c'est 2 heures, je finis à 10 heures. D'accord. Donc pendant ces 2 heures, il n'y a pas de téléphone, je mets sur ma chambre ne pas déranger en composition. Bien sûr, je peux prendre le temps d'informer les parents sur ce nouveau code-là. Ils comprennent dès qu'ils voient ça. Ma fille, mon fils est en train de travailler et je passe 2 heures, je finis régulièrement et je dépose. Et après, si j'ai peut-être les corriger, je vais comparer. Donc, pour résumer, je leur demande de récupérer assez, de s'organiser, de se planifier et de traiter le maximum d'épreuves, surtout dans les matières où ils se disent qu'ils ne sont pas assez forts. Ils n'ont qu'à très vite faire pour rattraper. Donc, voilà ce que je vais dire. Être détendu, ne pas être stressé, ne pas avoir peur. Parce que le premier facteur de l'échec ou bien la première chose qui vous fait échouer, c'est la peur. La peur. Donc, il ne faut pas du tout avoir peur, il faut être confiant. Donc, quand la peur vient, il faut comprendre, non, je
je suis confiant, je suis rassuré. Je sais qu'on ne me demandera que ce que j'ai appris, que ce que j'ai déjà vu, que ce que j'ai déjà rencontré. Si je traite mes épreuves, j'ai la conviction que je vais réussir. Rien ne peut être une entrave pour moi. Je réussis, je peux réussir, je dois réussir, etc., etc. Jusqu'à ce qu'on gagne la confiance et on reprend encore. Chaque fois que le doute vient, il faut élever la voix contre ce doute-là et puis calmer ce doute-là. Donc, voilà. Alors, nous sommes très rattrapés avec les temps d'examen, nous sommes donc coincés. Est-ce qu'il y a des astuces très rapides pour réviser efficacement ces cours si auparavant on n'y prêtait pas grande attention et on se dit maintenant j'ai envie de réussir, j'ai envie d'avoir mon bac, comment puis-je faire? Je suis débordé, je suis perdu. Justement, il y a des astuces et je pense que ces astuces-là se résument en fait au résumé. D'accord. Il faut résumer ses cours. Il faut par exemple, je prends par exemple, quand on dit par exemple les 10 facteurs par exemple de l'agronomie ou bien les 10 facteurs de l'agriculture, des trucs comme ça, il faut savoir, parfois il nous suffit simplement de garder les premières lettres de ces facteurs et on les garde. Donc parfois on forme des sigles, vous comprenez, et puis on se dit ok d'accord, par exemple je prends protéger, sensibiliser et puis balayer. Je peux dire par exemple PSB. Voilà. 3 choses à faire, je sais que c'est PSB, point. Parce que je sais que le P veut dire protéger, le S c'est sensibiliser, le B c'est le balayer. Donc il y a de ces petites choses-là qu'il faut savoir faire. C'est dans le résumé qu'on essaie de faire ça. Et ce résumé-là, vous savez, l'avantage du résumé, c'est que vous faites vous-même le cours dans votre propre langage de façon très succincte. Donc du coup, on n'est pas perdu en fait. On se retrouve facilement dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a écrit. Et c'est beaucoup plus... Donc c'est la meilleure stratégie aujourd'hui, c'est de tout faire pour s'organiser, résumer, ensuite se planifier. Il faut se planifier. Beaucoup n'ont pas la notion de la planification, beaucoup n'ont pas la notion de l'organisation. On se lève le matin, bon, je vais faire quoi aujourd'hui, on ne sait pas. Le soir, on ne sait pas. Donc, c'est la planification qu'il faut maintenant pour que le travail soit bien fait. Et je pense qu'après ça aussi, on peut aussi trouver du temps pour faire des révisions en groupe. Ah voilà, on pose des questions, l'autre répond, l'autre te repose et tu réponds, l'autre tu réponds, tu n'as pas compris. Donc, parfois, il faut peut-être 1 heure, 2 heures de travail en groupe et vous le faites ensemble. Ça aussi, ça peut aussi aider. Le travail va plus vite. Et puis, par rapport aux questions, beaucoup d'explications, mais différentes explications vont venir, ce qui permet en fait d'ouvrir davantage sa perception sur le sujet et ça permet également de réussir. Donc, c'est ça. Réviser, s'exercer, s'organiser, se planifier, c'est tout. Est-ce qu'il est possible de rester pendant ces moins d'1 mois d'examen, d'être encore en groupe avec des amis à réviser ou rester plutôt en mode self-made man, c'est-à-dire solo, travailler seul dans sa chambre ou aller à l'encontre de ses amis, travailler avec eux? Les deux sont conseillés, vous comprenez, parce que quand on est seul, mais au même moment qu'on n'est pas performant, on se trompe. On ne peut pas être aveugle et vouloir se dire que je peux y arriver seul, d'accord? Il faut faire avec les autres. Mais je dis c'est les deux qui vont de pair. Premièrement, c'est d'abord seul, apprendre, réviser, résumer et tout, c'est soi-même. Mais après, maintenant, il faut aller tester cette capacité-là. Voilà pourquoi je dis au plus 1 heure, maximum 2 heures. Ce temps passé en groupe est infirme comparativement au temps qu'on passe avec soi-même. Vous comprenez? Mais ce que je vais dire aux apprenants, puisque je suis coach, moi, je ne suis pas simplement dans l'optique de dire apprenez. Je suis plus dans l'optique de dire programmez-vous pour la réussite. Ça peut se faire. Donc, je peux réussir, je vais réussir, je comprends mieux mes cours, je comprends davantage, j'ai une intelligence fertile, je suis bon, je suis performant. Il faut se le répéter encore et encore et encore. La parole, c'est ce que nous pouvons, c'est l'arme que nous avons et qui fait de nous des dieux sur terre. Avec la parole, on peut définir, créer l'univers qu'on veut. Et cette parole, pour certaines personnes, peut se passer très rapidement. D'autres, ça prend du temps. Mais c'est dans l'exercice. Plus vous exercez, plus la parole devient pour vous une réalité. Priez, parlez. Priez, parlez. Parler, c'est d'abord une prière aussi. D'accord? Priez, demandez l'appui de l'être supérieur. Ensuite, vous-même, vous vous mettez à confesser des bonnes choses maintenant. Je réussis. Ah, je suis un futur bachelier, je suis un bachelier. Je me vois à l'université. J'ai une bonne mention. Je vais y arriver. Je comprends facilement. Je peux lire en 1 heure. Je peux résumer en 30 minutes. Il faut dire des choses, être convaincu. Les gens auront même parfois l'impression que vous êtes fou, mais en le faisant, vous allez y arriver. Voilà pourquoi le programme Success Booster que j'ai créé, où j'ai parlé de les 10 commandements pour réussir, c'est un programme puissant. Des gens peuvent réussir à 1 mois de l'examen simplement en récitant tous les matins, tous les soirs les 10 commandements. Pourquoi? Parce que les 10 commandements
les amène à poser de petits gestes, de petits actes au jour le jour pour réussir. Il est impossible à quelqu'un qui pose ces gestes, ces actes-là, d'échouer. C'est pas possible. On peut avoir un bref aperçu, genre un ou deux commandements. Déjà l'un des commandements, j'en ai parlé ici, qui est l'exercice. Le commandement dit, je dois traiter une épreuve chaque jour que Dieu fait. D'accord? Donc, quand je me lève le matin, je me dis, je dois traiter une épreuve chaque jour que Dieu fait. Après, je me dis, quelle épreuve? Et après, je le fais. Voilà. Il y a un commandement, par exemple, qui dit, par exemple, je me concentrerai à la tâche du moment. Je ne peux pas dire que je veux réviser, je veux apprendre, mais au même moment, j'ai mon téléphone, ça va bébé, tu as fait un peu aujourd'hui, ou bien j'ai Telenovelas qui est allumé, ou bien j'ai la petite soeur qui est en train de me parler, ou bien j'ai un roman à côté, ou bien je suis en train de lire, puis je pense à X ou à Y, à tel autre ami. Ce n'est pas normal. Il faut être conscient de ce qu'on fait, et c'est comme ça qu'on maximise l'esprit à garder ce qu'il faut. Bien évidemment, chaque commandement, c'est expliqué. Donc, chaque fois, on dit, je dois faire ci, je dois faire ça. Je comprends que si, je dois faire telle chose. Donc, en faisant ça, par exemple, ça permet à la personne de comprendre le sens de chaque comportement et de l'appliquer. Ce qui fait que, naturellement, la personne, sans le vouloir, tout son être va coopérer pour la réussite. La réussite, c'est un langage. Ceux qui réussissent ont un langage. On ne réussit pas par hasard. C'est une manière de faire. Et c'est cette manière de faire que nous avons enseigné au travers des 10 commandements. D'accord? Il y a le commandement, par exemple, aussi, qui dit, par exemple, qu'il faut prier. C'est très, très important. Tous les jours que Dieu fait, je dois prier. Je me lève le matin, je prie pour ma vie. Ah, Seigneur, merci beaucoup pour ce que tu as fait. Merci pour la vie. Je respire encore. Merci parce que tu me permets d'aller à l'école. Je me vois déjà réussi. Merci pour la réussite. Merci pour la compréhension. Merci pour la connaissance. Merci aussi pour l'humilité. Je te bénis. Merci. Et je continue ma journée. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ce genre de... Mais est-ce à dire que c'est un leurre, un mensonge, une affabulation de dire papa, maman, je suis sur les réseaux sociaux à moins d'1 mois parce que je suis en train de réviser avec des amis dans un groupe WhatsApp ou dans un groupe Messenger? C'est un leurre. C'est un leurre. Il peut y avoir de la sincérité, mais c'est un leurre. Pourquoi? Parce que l'enfant déploie 2 fois plus d'énergie, dans ce cas, même s'il veut apprendre. Déjà, l'énergie qu'il faut pour taper le test et tout le reste, vous voyez, alors que directement, ils sont en face, ils passent directement au traitement de l'épreuve. Donc, c'est un gaspillage de temps, en fait. On n'a pas ça à faire. Invite les amis chez toi ou va chez les amis et traitez vos épreuves. Laissez les réseaux sociaux. Parce que dès que tu es connecté sur les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de messages qui viendront. Il y a les groupes dans lesquels on t'envoie tel message. Attirer votre attention. Il y a les notifications de Facebook, la notification de Google Chrome qui n'ont rien à voir avec votre intérêt actuel qui est de réussir. Donc tout ça, c'est de la distraction pure et nette. Nous qui sommes âgés déjà, nous n'allons pas les amener, mais quand on veut travailler, on est obligé soit d'éteindre le téléphone ou de le mettre en mode avion. On ne veut pas être dérangé. Carrément, sinon on ne peut pas. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est de la pure distraction et ça ne nous permet pas d'être concentrés. Or, l'un des facteurs les plus importants de la réussite à l'examen, c'est la concentration, être présent d'esprit. Ce que je dois être conscient. Déjà que les scientifiques ont démontré que l'homme ne peut pas être concentré de plus de 20-25 minutes. 25 minutes après, forcément son cerveau va quelque part, ses pensées vont ailleurs avant qu'il ne revienne. Imaginez si on doit encore être dans les réseaux sociaux. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui nous garantit que les interlocuteurs, les amis qui sont de l'autre côté, eux sont dans le sérieux? Et ils peuvent commencer par faire peut-être une blague, un truc comme ça qui jette, et puis bon voilà, ah les gars, vous savez ce qui m'est arrivé, il y a ci, il y a ça, il y a ci. Et au lieu de parler des coups, on se met maintenant à parler de cette anecdote ou de cette blague. Voilà, de cette blague. Or, tout ça là, c'est une perte de temps. Donc, pour moi, c'est un leurre. Je leur propose d'aller au contact directement, soit en solo, soit en groupe et de travailler. C'est une forme de discipline et ça marche. Alors, vous disiez tantôt que la peur, c'est l'un des facteurs qui entraîne l'échec. On sait que la peur et le stress, c'est inné en l'homme, c'est en nous, on est avec. Comment il faut maintenant dominer la peur? Comment il faut dominer le stress? Le stress est inné en nous, mais la peur, non. Ok. Pourquoi? Parce que la peur vient du fait que vous ne maîtrisez pas un sujet. Vous n'avez pas les informations sur le sujet. D'accord? Si je prends un exemple simple, on vous dit par exemple, on voit ici, je pense, la vipère, non, le python. Si vous ne savez pas que c'est un python, vous allez commencer par crier dans tous les sens. Vous comprenez? Non, on vous dit non, c'est le python ne mord pas, tu peux prendre. Dès cet instant précis, la peur disparaît. D'accord? Oui. Celui qui n'a pas l'information que le python ne mord pas aura la peur. Celui qui a l'information que le python est inoffensif et que le python, c'est comme un ami, on peut prendre ce serpent-là et puis le nouer au cou tranquillement. Il peut même travailler avec ça comme un cache-corps, sans aucun souci. Donc, la peur vient du fait que la personne n'a pas l'information. Alors, quelle est cette information qu'il n'a pas?
je vais échouer. Parce que je n'ai pas assez appris. L'information dit, quand tu apprends pas assez, tu vas échouer. Quand tu n'as pas 10 de moyenne, 12, tu vas échouer. Donc, il y a tellement de critères qui ont fait que les gens te disent, comme je ne suis pas bon là, je vais échouer. Or, l'information selon laquelle tu peux ne pas être bon en classe et échouer à l'examen, à condition de savoir t'organiser, vous comprenez, n'est pas souvent donnée. Puisque l'école donne les cours, mais l'école n'apprend pas aux enfants comment apprendre, comment s'organiser, comment les assimiler. Et ça, c'est nous, notre travail en tant que coach. On amène les enfants à comprendre comment assimiler plus vite, comment s'organiser, comment gagner la confiance, comment apprendre véritablement. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on donne cette information à ces enfants pour leur dire, voilà comment vous allez apprendre, tout est possible, vous pouvez réussir. Et surtout qu'on leur donne des exemples de personnes qui ont déjà eu les mêmes problèmes qu'eux et qui ont réussi, ça leur donne de la confiance. Donc, ça crée la foi. Le contraire de la peur, c'est la foi. Et lorsque la foi s'installe, l'enfant retrouve maintenant l'énergie pour dire, je vais y aller. Le stress, par contre, c'est cette peur positive. En fait, c'est pas de la peur, mais c'est comme si on veut commencer. Et c'est souvent au début. C'est comme, par exemple, on vous invite pour présenter une émission. Le début, il y a toujours le stress et le trac. Mais dès que ça commence, 1 minute après, c'est fini, ça disparaît. Donc, le stress, c'est parce qu'on n'est pas encore dans le mouvement. On n'est pas encore dans le in. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de dire à l'enfant, le stress est normal. Il ne faut pas d'abord dire à l'enfant, la peur, c'est négatif. Le stress est négatif. C'est normal. Mais ça ne partira que lorsque tu seras en mouvement. Donc, si tu traites une épreuve par jour, à force de traiter une épreuve par jour, tu vas gagner de l'assurance, de la confiance. Tu vas remarquer que, mais je ne commence pas à bien faire. Dès que l'enfant voit que dans l'action de l'exercice, il ne commence pas à bien faire, la peur disparaît, le stress disparaît. Il n'a plus peur parce qu'il sait qu'il peut y arriver. Or, avant, on lui a dit, tu ne peux pas. On lui a dit, tu n'y arriveras pas. Et c'est cette information-là qui est dominante dans sa tête qui fait qu'il n'arrive pas à faire le pas supplémentaire. Donc, je pense que on peut bel et bien contrecarrer ces éléments en entourant ces enfants maintenant de la confiance. C'est le rôle des professeurs, c'est le rôle des directeurs, c'est le rôle des professeurs et des parents. Je le dis ces derniers temps, vous n'avez pas à dire, enfant, tu es incapable, tu ne peux pas y arriver. Vous avez plutôt à dire, non, c'est possible, tu peux y arriver, c'est vrai. L'enfant même comprend, même si c'est amusé depuis le début de la rentrée, lorsqu'il reste 1 mois, 2 mois, tout change. C'est le meilleur moment pour semer dans la tête de l'enfant les bonnes paroles qu'il faut pour la réussite. Et ça, c'est tout un accompagnement qu'il faut le faire. Je leur conseille de faire ça, de valoriser, de faire en sorte d'éveiller, de réveiller le génie qui est au cœur de dans le cœur de ces enfants-là, pour que ces génies-là puissent donner le meilleur et un bon résultat pour les enfants. Alors, nous tendons donc vers la fin de cette émission. Quel est le rôle maintenant des parents de manière générale, que ce soit le candidat qui est à l'examen actuellement, le BEPC, le CEP et le bac qui viendront certainement? Quel est ce conseil-là que vous avez adressé aux parents? Le conseil que j'ai à adresser aux parents, c'est d'être présent dans la vie de leurs enfants. On cherche de l'argent, on court dans tous les sens et tout. Ce n'est que 2, 3 semaines, 1 mois. Je vous en prie, chers parents, soyez attentifs aux besoins de vos enfants. Et ces besoins ne sont pas premièrement des besoins d'ordre pécunier. C'est d'abord des besoins d'ordre affectif. Les parents n'ont pas idée de combien d'enfants sont déchirés, démembrés, juste à cause de leur indifférence, de leurs disputes. Je demande aux foyers qui sont divisés à arrêter les disputes pendant cette période-là. Voilà. Faites en sorte qu'il y ait de l'harmonie, de la compréhension, de l'amour, de l'affection. Faites en sorte qu'il y ait de l'union, non seulement entre vous en tant que parents, mais aussi avec les enfants. En tout cas, s'ils ont envie de voir que les enfants... Voilà, c'est très important. Il n'y a pas d'enfants rebelles, il n'y a pas d'enfants pagailleurs, il n'y a pas d'enfants paresseux. En tout cas, en 10 années d'expérience, je n'en ai jamais rencontré. J'ai vu des enfants qui étaient venus d'une façon mais lorsqu'ils rencontrent le coaching, lorsqu'ils rencontrent la transformation, lorsqu'ils croisent l'amour nécessaire pour faire le travail, ces mêmes enfants sont transformés totalement. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. On n'en revient pas. Moi, j'ai eu des élèves qui ont eu le baccalauréat. On a appelé ses parents. Il a appelé sa maman pour dire j'ai eu le bac. La maman a dit c'est faux. Arrête de mentir. On a dit ça à un de ses profs. Le prof a dit non, c'est faux. Lui ne peut pas avoir le bac. Wow. Pourtant, il a eu le bac. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette métamorphose qui s'est opérée en l'espace de 2 mois, en l'espace d'1 mois. Et j'ai plusieurs cas comme ça qu'on peut donner. Donc, ce que je demande aux parents, c'est cette affection-là. Ah, mon chéri, comment ça va? Tu as fait un peu aujourd'hui, comment ça avance? C'est bien, tu t'en sors? Ok. Dans quelle matière tu n'es pas encore bien? Non, t'inquiète pas, c'est rien, tu peux y arriver. Tu es un génie. Tu te rappelles quand tu étais enfant, tel appareil était gâté, tu avais fait telle chose. Si tu n'étais pas intelligent, est-ce que tu allais faire ça? Donc, tu peux encore faire aller courage. Tu veux que je te prépare quoi? Juste un plaisir. Être au petit soin. Être au petit soin sans gâter l'enfant.
D'accord? Ce n'est pas du chantage affectif, ce n'est pas du chantage émotionnel, mais c'est comme un bonus en fait que vous donnez à l'enfant. Ce n'est pas le temps de critiquer, ce n'est pas le temps de dire non, tu es trop bête, tu es trop nul, voilà, continue comme ça, tu vas échouer, on est ici, non? Non! Si l'enfant échoue, d'accord, il échoue, mais c'est aussi vos sous qui partez. Si votre enfant devient une racaille demain, on dira l'enfant de tel est une racaille. Donc je pense qu'il faut créer cette atmosphère, cet environnement-là pour pouvoir véritablement accompagner les enfants pour la réussite. Monsieur Fumilayo Mohamed Dorigo, votre mot de la fin pour terminer cette émission. Ce que je vais dire aux apprenants, aux candidats, aux parents que nous avons eu une très belle année et je suis convaincu que nous aurons un taux de réussite très élevé, peut-être le meilleur taux depuis peut-être 5 ou 10 années. Et je demande à chacun d'être à l'aise, détendu et de profiter. N'ayez pas peur. La peur partira lorsque vous serez en action. Les parents doivent agir, les élèves doivent agir, les profs doivent agir, les directeurs doivent agir. Donc tout le monde n'a qu'à se mettre ensemble dans un seul objectif, réussir. Donc je pense que si on fait ça, les choses vont bien se dérouler comme cela se doit. Alors, je l'annonçais donc dans ma propos liminaire qu'il y aura une partie jeu dans cette émission. Il y a donc 3 bouts de papier devant vous. Vous ouvrez un parmi ces papiers-là. Vous nous donnez lecture de la question à l'intérieur de cette feuille. Oh là 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 là. Allez, vous lisez la question. Quelle est la date exacte de la tenue du bac 2019? Voilà. Je crois, hein, si je ne me trompe pas, ça doit être le 18, je crois. Le 19. Le 19 juin, voilà, le 19 juin. 19 juin 2019. 2019. Merci à vous donc, Monsieur Fumilayo Mohamed Dorigo. L'éducation, comme vous le savez, est le pilier de tout développement. L'éducation, voilà, qu'elle soit formelle ou informelle, doit nécessairement attirer l'attention de tous. C'est la fin de cette émission. Les conseils pratiques pour les candidats aux différents examens de fin d'année étaient à l'honneur dans ce numéro de éducation. Nous avons reçu pour vous Monsieur Fumilayo Mohamed Dorigo, coach formateur certifié spécialisé dans les questions liées à la jeunesse, à l'éducation et au développement. Vous pouvez le suivre donc sur YouTube pour bien d'autres sujets très intéressants en écrivant dans la barre de recherche de votre application YouTube son nom, tout simplement Fumilayo Mohamed Dorigo. Merci de nous avoir suivis. La rediffusion c'est ce soir à 18h30. Passez une excellente journée. Merci. Éducation vous remercie d'avoir pris le rendez-vous. Rediffusion ce soir à 18h30.